Henri Maldinet, quels ont été les moments, les instants critiques déterminants dans le chemin de votre existence? Vous savez, il y en a qui peuvent être très précoces. Je m'en souviens de deux de mon enfance. Une fois, dont j'ai déjà parlé, où j'ai été en quelque sorte poursuivi par la vision d'une- d'un paysage dans un de mes livres de classe, qui était la reproduction d'un tableau de Corot. Je ne savais même pas ce que c'était que la peinture à ce moment-là, ni même que ça existait, je pense. Et j'ai été saisi par la question où. Mais où ça se passe? C'est pas dans, c'est pas ici, c'est pas là-bas, c'est pas un endroit, et c'est pas de l'imaginaire. Et ça, c'était véritablement mon introduction, disons, à l'art, car c'est la question même de l'art. Le deuxième, c'était peut-être encore avant, parce qu'autant qu'il me semble, vous savez, en ce temps-là, tous les enfants, pendant longtemps, même les garçons, étaient en robe, hein, jusqu'à 3 ans. Et je me souviens, j'étais encore en robe, dans une arrière-cuisine, en train de regarder de vieilles piles Le Clancher, qui étaient sur une planche. Et à un moment donné, j'étais pris par cette impression, mais j'ai déjà été là, je l'ai vu, qu'est-ce que, comment puis-je être là, à ce même endroit, alors que c'était déjà, c'est passé, alors que c'était. La question du temps s'était déjà imposée. Voilà ce que je peux dire, bien que ces questions n'aient pas eu de suite immédiate, mais peut-être ont-elles été à l'origine d'une certaine nostalgie de, de l'inconnu. Donc, quelques moments importants, effectivement, je dois dire, dans les domaines, on, je ne peux pas dire en philosophie, ne sont pas tellement. Un moment important était ma cagne à Lyon. J'avais Pierre Lachiaiseray comme professeur, qui était exigeant et qui découvrait en quelque sorte un espace spirituel inconnu, hein, qui était dans l'ordre encore de la pensée très personnelle à lui, post-kantienne. Mais je dois dire ensuite qu'il y a eu aussi l'exposition Cézanne, qui était à ce qu'est actuellement l'Orangerie, et où j'avais été absolument saisi par, je l'ai dit une fois d'ailleurs, par la réalité. Je veux dire que, au regard de Cézanne, tout devenait réel conventionnellement. Tandis que j'étais devant la Sainte-Victoire, qui était celle de Leningrad, alors là, il y avait le surgissement d'une réalité dans laquelle j'étais engagé. C'est déjà que, confusément, je pressentais que la réalité n'apparaît qu'au moment même de votre propre existence surprise. Ça, c'est une chose très importante. Se surprendre, exister, est une chose rare. C'est pourquoi, dans une vie, l'existence est rare.
Et beaucoup de gens pensent en dehors de ces moments, donc pensent tout à fait à côté. Bon, à l'école normale, donc à partir de 33, qu'est-ce qui m'a fait impression? Au fond, parmi les enseignants, je dois dire pour personne, même pas Léon Brunswick, mais le caïman, qui était le langage répétiteur, Jean Cavaillès, oui, philosophe des mathématiques, avec lequel je m'entendais très bien. Et nous parlions des questions philosophiques et mathématiques. Là, c'était une chose importante. Mais je dois dire que, si j'ose dire, ma culture philosophique, elle reposait sur quoi à ce moment? Sur mes lectures approfondies de Descartes et de Kant. Et j'ai fait mon diplôme d'études supérieures sur la première philosophie de Fichte. Alors là, c'était très important. De la découverte et notamment la notion, ce terme de ce que Fichte appelle l'agilité intelligente. Et l'esprit, il l'appelle l'agilité intelligente. C'est-à-dire quelque chose qui n'était pas thématisable. Donc là, mais jusque-là, je dois dire que je n'envisageais pas une ouverture personnelle. Sauf ma propre pensée de tous les jours, mais que je ne pouvais pas cataloguer. Et le moment important était évidemment la courte guerre. Je me souviens que j'étais au chemin des dames et que j'avais dans mon sac, dans l'édition de la Pléiade, Descartes et Pascal. Bon. Puis mon sac est resté au chemin des Dalles, dans le ravin, au moment où j'ai dû l'abandonner pour échapper au massacre. Et ensuite, quelque temps après, bon, j'ai été fait prisonnier. Alors la captivité a été importante. D'abord comme expérience spirituelle, comment dirais-je, oui, comment dirais-je, comme l'injustice destinale. Car, comme vous savez, à ce moment-là, on était encore sous le coup de l'avance allemande, de cette espèce de puissance qu'ils avaient manifestée à l'encontre des faibles forces que nous représentions, tout à fait dispersées. Et j'avais l'impression d'une espèce de milice infernale qui se répandait sur la terre. Et avec l'idée de destin très marqué, et en même temps d'injustice profonde. Ensuite, bon, on a bien dû s'adapter pour les 4 ans. Là où il y avait des cours, qu'on donnait des cours. C'est là que je me suis intéressé d'assez près à la psychanalyse. Et où j'ai commencé, mais à peine, des lectures de Husserl et de Heidegger. Je dois dire que là, ce n'était plus Descartes et Pascal qui étaient dans mon sac,
Mais lorsque nous avons été évacués à pied du dernier camp à cause de l'avance des Russes, j'ai emporté, et j'ai encore rapporté ici, les Idéons de Husserl et Sein und Zeit, malgré le poids et notre faiblesse à ce moment-là. Bon. Alors, finalement, les moments qui ont décidé sont postérieurs et datent en somme de mon séjour à Gand comme professeur à l'école des hautes études. Vous m'avez appelé Pierre-Henri Simon, qui avait été avant. Alors là, j'avais découvert un pays où l'art était quotidien. Je veux dire, notamment la peinture. Enfin, les gens, même simples, avaient acheté de la peinture, s'intéressaient à la peinture, c'était un sujet. Et là, j'ai rencontré des peintres, quelques-uns, desquels j'ai pu parler. Et c'est là que j'avais entrepris mes premiers cours d'esthétique sur la peinture. Et approfondi, c'est là que j'avais découvert aussi, enfin, à Bruxelles, Bazaine, Lapic, Estève, etc. En somme, et puis la question même, je dirais, de ce qu'on a appelé à ce moment-là, avec retard, l'art abstrait. Alors, ce problème de l'abstraction est un problème capital, parce que c'est un problème qui n'a pas encore été compris. C'est un problème qui engage l'art tout entier, et à travers lui et au-delà de lui, on peut dire la pensée et l'existence. C'est au fond la combinaison de mes, comment dirais-je, de mon information philosophique et de ma formation esthétique, les deux se recoupant, que se sont décidées les directions de sens qui me paraissaient qui conduisaient effectivement aux questions mêmes de l'existence. Donc, à ce moment, je viens de parler de l'abstraction, oui. Je n'avais, c'est ultérieurement, mais tout de même, sur cette base, que j'en suis venu à voir que la question de l'abstraction ne pouvait pas se poser en dehors du vide et du rien, du passage par ces moments décisifs qui sont les seuls qui puissent être réellement ouverts et créateurs. Donc, c'est là, c'est devenu ensuite, enfin, un peu mes thèmes de réflexion, pas mes thèmes, mais mes directions de réflexion. Ensuite, à Gand toujours, j'ai fait la connaissance de Jacques Scott, qui était étudiant aux études, qui ensuite est devenu psychanalyste, psychiatre, psychologue, et qui avait une culture psychiatrique, psychologique, on peut dire européenne, puisqu'il avait fréquenté la France, la Suisse, l'Allemagne, de ce point de vue. Et c'est par lui que j'ai connu Roland Kuhn et Ludwig Binswanger. Et tous mes échanges avec Kuhn, avec Binswanger, ont été importants, même capital,
parce que ça a été ma véritable initiation à la phénoménologie. Et que depuis, j'ai bien compris que la phénoménologie n'est pas quelque chose dont on est à parler comme si c'était un système, mais c'est quelque chose qui ne peut être que pratiqué en existant. Aussi bien dans toutes les rencontres d'un homme avec un malade qu'un homme avec une œuvre d'art ou un homme avec son prochain. Je veux dire que ça m'a... que c'est depuis... Je n'aime pas être considéré comme phénoménologue, ça ne veut rien dire. On n'est pas phénoménologue, disons, par choix d'une méthode particulière, mais on ne l'est que par présence à la réalité telle qu'elle se donne. C'est-à-dire que la phénoménologie, c'est ce qui rend caduque et, comment dirais-je, faux l'interprétation. L'erreur commence à l'interprétation. Depuis, j'ai toujours choisi comme définition de la phénoménologie la formule de Newton. Hypotheses non fingo. Je ne fabrique pas d'hypothèses. Et justement, ceci va très loin parce que ça engage un domaine qui est devenu central aujourd'hui dans l'idée qu'on se fait de l'esprit, je veux dire la linguistique. La langue, une langue est une interprétation. Gustave Guillaume dit, tout langage est une théorie du monde. Il a tort de dire tout langage, il faut qu'il dise toute langue. Parce que justement, le langage précède la langue. Et ça, c'est une chose que je découvre de plus en plus. Que parler est un existentiel qui est aussi primaire, aussi premier que l'existence elle-même. Vouloir dire et le à dire qui se remballent l'un à l'autre naissent avec l'existence. Et bien avant d'avoir voulu dire quoi que ce soit, il y a déjà cette ouverture, la révélation d'un homme existant, c'est la révélation qu'il a à dire et qu'il consiste dans se dire et se pouvoir dire. Vous voyez, c'est ce qui explique que certains restent au balbutiement, comme quelquefois disait Francis Ponge, balbutier. Oui, c'est rester en somme béant. Mais il y a quelque chose de plus, parce qu'on n'est pas béant à ce moment-là devant l'inane, devant quelque chose qui est appelé. Il y a un appel. Mais c'est la réponse à cet appel. Alors, vous voyez que ceci conduit précisément, comme en art, ce qui est thématique est toujours déjà construit. Ce qui décide, le décisif, c'est le non thématique, c'est-à-dire le non signifiable. D'où je rejoins cette formule qui me paraît une des plus importantes qui soit, de Hugo von Stahl, la réalité est une signifiance insignifiable. Et voyez que l'art ne signifie pas.
il désigne, il ouvre. C'est en quoi il s'oppose à la science. Et que toutes les tentatives qu'on fait pour les rapprocher sont du mésusage. C'est un contresens total, une ignorance totale de ce qu'elle a. Mais aujourd'hui, cette ignorance est universelle. Et ceci commande, si vous voulez, toutes les questions. Car c'est comme l'ouvert. L'ouvert, il n'est pas dissible. Il n'est pas écrit dans une langue sous la forme n'a pas de signifiant. Pas plus que l'existence. L'existence ne peut pas avoir de signifiant. Qu'est-ce qui pourrait la signifier? Qu'il faudrait, dont la réalité serait encore à attester parce qu'elle serait à exister. Ça n'a pas de sens. C'est donc devant cette nudité basale que commence l'être à la pensée. Alors, maintenant, je dois dire que donc jusqu'ici, le philosophe qui a établi de plus près cette situation, c'est Heidegger, assurément. Lui seul, n'est pas qui a dit au fond, la conscience, c'est un deus ex machina, poser un représentant, représenter la représentation. Moi, finalement, c'est une machine pour fabriquer ce qui est justement, non pas objectivé, mais à être. Et ça, elle ne peut pas. Et le miracle, c'est, comme il a dit, là, le fait que, voyez la première comparaison, qui n'est plus qu'une comparaison, parler, c'est énoncer quelque chose qui est extérieur à la parole. Comment est-ce possible? Le fait de parler, comment le monde, dès lors qu'il fait irruption dans ma parole, se volatilise. Alors voilà c'est cette question. Alors que les quelques rares poètes ont compris. Je pense à Hölderlin, je pense à André Dubouchet. C'est tellement présent et constant, constant en ouverture perpétuelle dans ce qu'il a fait, que c'est devenu la poésie même. Alors, je veux dire ceci par conséquent, quand je parlais du langage, bien, nous sommes là. Et vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis là, que vous y êtes, que tout ce qui est là autour aussi. Comment cela peut-il être non pas simplement pour moi, mais être mon là? Le pour moi, l'en soi, le pour soi, tout ça, ce sont des constructions idéales qui viennent trop tard pour expliquer, mais ce fait de l'ouverture, le entre. Comment c'est que nous soyons, non pas entre nous, mais tous dans le entre, cet entre universel. Comment se fait-il ce entre qui est celui de la réalité éclairant à soi? Voilà la vraie question. Donc, ici, voilà en quoi, justement, l'expression de Heidegger, du Dasein, est tellement importante. Seulement, justement, déjà par l'art, puis par l'existence pathologique, j'ai reconnu qu'elle ne recouvre pas tout. Voyez-vous, le Dasein, premièrement,
La vraie traduction, c'est être le là. Je suis le là de tout ce qui est. Et je suis le là parce que je suis l'ouvreur d'un monde dans lequel tous les temps a sens. Et vous voyez, ce monde répond à l'ouverture d'un projet, êtes-vous? Et ce projet, il y a évidemment des projets sont variables. Je veux dire, ils sont tout de même plus ou moins historiquement déterminés. C'est ce qui nous fait parler de mondes différents. Hein, si je parle, mettons, du monde égyptien, je ne parle pas du monde chinois. Il y a des mondes différents. Même si je parle du monde roman, ce n'est pas le même que le monde gothique. Il y a donc une historisation. Et cela se retrouve dans l'interprétation, la compréhension heideggerienne de l'art. Dans l'origine de l'œuvre d'art, pour lui, l'art dont met à découvert, dit-il, la terre, l'invieillissable, le fond, mais comment? En ouvrant un monde. Un monde. Et la mondéité qu'il avait découverte en 1918, donc tout après le dernier semestre après la guerre, qui avait tant frappé, sa fameuse devise, Die Welt weltet, le monde se mondéise. Alors, cette formule, elle a précisément sa limite. Car l'art ne livre pas un monde. Il délivre des œuvres dont chacune est unique. Et c'est là c'est le plus capital. C'est l'unicité de chaque œuvre. Il n'y a pas de transversal, il n'y a pas de passage. Et c'est l'œuvre qui est fondatrice de tout ce qui entre en elle, de ces éléments. Vous comprenez, là aussi on touche aux erreurs fondamentales. Déjà, lorsque Kandinsky parle de la couleur, il en énumère enfin certains caractères, et plus encore lorsqu'il parle du point de la ligne. Point de la ligne en rapport avec la surface, alors il fait une sorte de catalogue eidétique des constituants de l'art. Certains disent on ne peut pas parler de couleur, on ne peut pas parler de ligne, de couleur, parce que dans la couleur, il y a la teinte, il y a le ton, il y a la saturation, etc. Il y a bien d'autres choses encore. Il y a le caractère adductif ou abductif, expansif ou contracte. Mais tout cela n'a rien à voir avec la couleur d'une œuvre d'art. Ça, ce ne sont pas encore des moments de forme. N'entre en art que des moments de forme. Et les moments, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on peut dire que qu'est-ce qui fait, par exemple, mettons, que dans un tableau de Cézanne ou dans une mosaïque byzantine, j'ai affaire à autre chose qu'à une image. La dimension imageante est absolument portée et sous-tendue par une dimension purement formelle. D'où, qu'est-ce que c'est? Or, cette forme, elle est toujours en formation. Je veux dire que qu'est-ce qui constitue une forme? Eh bien, le rythme est la dimension suivant laquelle une forme se forme. Dans une œuvre d'art, il n'y a qu'une forme, celui qu'elle est, qui commande toutes les autres, qui les détermine toutes. Une œuvre d'art est unique parce qu'un rythme est unique.
il n'y a pas de représentation de rythme. C'est impossible. Voilà pourquoi il n'y a pas de, disons, de notation du rythme. Ça n'existe pas. Vous pouvez noter des différences de hauteur, etc. Mais ça, c'est pas le rythme. Même les neumes ne suffisent pas à noter le rythme. Le rythme est annotable parce qu'il est unique à chaque fois. Et vous n'avez pas devant vous comme un objet. Vous êtes au rythme. Et votre existence est venue de par sa participation au rythme, transformée elle-même. Elle entre dans l'ouverture rythmiquement. Alors, voilà, si vous voulez, en quoi la question de l'art est fondamentale. Et là, je rejoins, car de quoi est la forme? De rien des temps. De rien. Et c'est là que je dis que la psychologie, parallèlement, y conduise. Il y a quelque temps, nous discutions avec Roland Kuhn, le docteur Christ, en Suisse, à Porrentruy. Il s'agissait de ces états dépressifs pour lesquels Kuhn a, disons, on peut dire, inventé les antidépresseurs, le topranil, et dont l'usage doit être strictement précisé. Dans le cas d'une dépression mélancolique ou même névrotique, il ne réussit pas. Alors qu'il a une fois réussi au commencement, appliqué à des schizophrènes, il n'a pas du tout agi sur la schizophrénie, mais il a agi sur la dépression qui l'accompagne. Or, toutes les maladies mentales commencent au fond par des dépressions, qui en sont la base d'ouverture. Or, cette dépression, elle ne relève pas de la dimension humaine, heideggerienne du Dasein, mais de ce que Oscar Becker, un philosophe qui vaut la peine d'être réentendu, a appelé Darwesen en allemand. Il y a deux mots pour être. Il y a Sein et Wesen. Alors, dans un article qu'il appelle la para-existence, Becker a essayé de montrer l'opposition, la différence entre Darwesen et Dasein. Le Darwesen est ou subhistorique ou suprahistorique. Le Dasein seul est historique. Et où on rejoint, au fond, ce qui est le fond de la pensée de Heidegger. Je veux dire qu'il y a affinité entre Dasein et histoire, même à l'état d'un homme. Et au fond, on en arrive à voir que les maladies mentales, peut-être la psychose unique, à travers la mélancolie, la manie, la schizophrénie et autres, sont de l'ordre justement du Dasein, de l'ordre de l'être au monde. Mais que cette dépression que Kuhn appelle vitale n'est pas de cet ordre-là. Elle est de l'ordre du Darwesen, elle répond à ce que avait dit une fois Winnicott, qu'a bien développé Jean-Bertrand Procalis d'ailleurs, à savoir qu'il y a un état antérieur à tout narcissisme, à toute défaillance historique quelle qu'elle soit, une sorte d'état qu'il appelle, il ne peut pas dire d'incomplétude ou de manque, mais un état auquel il est impossible de se tenir, et qui est quoi? Eh bien, c'est ce que justement ces cas de dépression nous apprennent. Ces êtres sont devenus incapables de tout, plus rien n'a de sens pour eux. Ils sont en présence du rien. Ils sont justement en présence de ce rien qui répond au breakdown de Winnicott, dans lequel on tombe, et duquel on ne peut pas sortir. L'histoire est peut-être une tentative de sortie pour l'homme jeté
dans le là. Non pas être le là, mais être là. Alors, quelle est la différence entre Wesen et Dasein? En français, nous n'avons qu'un verbe, hein, pas de différence sémantique. Mais dans les structures du langage, on le retrouve dans c'est au sens, au niveau de l'aspect premier du langage. L'opposition, non pas comme on dit naïvement les mauvais grammairiens, de l'actif et du passif, mais de l'actif et du moyen, que Benveniste a très bien étudié, et quand il a dit que à l'actif, au moyen, le sujet, enfin le procès, correspondant au verbe, à l'action, a lieu dans le sujet. C'est le cas d'ignomai, morior. Au fond, le morior, ça veut dire je me meurs. Tandis qu'à l'actif, ça a lieu hors du sujet. Mais où? Dans l'ouvert. C'est justement là la grande. Donc l'ouvert n'est pas du niveau de l'histoire. Il est antérieur. Et à certains égards, l'histoire est une sorte de remplissement de l'ouvert. Remarquez, je ne veux pas aller trop dans mon sens, qui irait à dire que l'histoire se confond avec le malheur de la conscience, mais il y a tout de même quelque chose d'assez vrai. Tant qu'on ne retrouve pas, justement comme l'art, qui ne se développe que lui, non pas dans l'histoire. Il n'y a pas d'histoire de l'art. Ça n'existe pas, c'est faux. C'est pas de l'art qu'on fait l'histoire. Ce sont toutes sortes, disons, d'environnements. C'est ce que j'ai écrit récemment, mais ça doit paraître dans une nouvelle revue philosophique d'ici quelque temps. Bon. Mais vous voyez, c'est en quoi l'art, ici, n'est pas du tout un petit côté adjacent qu'on appelle esthétique ou autre, mais qu'il est au cœur de l'existentiel, que c'est loin d'être un divertissement. Hein, c'est véritablement une entrée de l'existence en elle-même. Et tous les arts, y compris naturellement l'architecture. Et alors, quelle est la place du sentir, justement, dans tout ce travail de pensée? Eh bien, dans le sentir, enfin, voyons bien, matin, je m'éveille. J'ai à peine endormi, personne lumière à la fenêtre, c'est tout. Mais déjà, il y a. Cela veut dire que j'ai déjà une première reconnaissance obscure de l'étang comme tel. Ce que, comme la montée von Uskul, n'est pas le cas en général de l'animal. L'animal semble n'avoir aucun sens de l'étang comme tel, de quelque chose qui ne fait pas partie du défilé de ses impressions, de ses représentations. Il y a un texte de Kafka qui est très important là. C'est un animal, je crois que c'est un singe enfermé dans une cage, à bord d'un navire. Et où? Et ça, il ne comprend rien, pas. Puis à un moment, je dirais, il s'éclaire à lui-même et dit Kafka, pourquoi? Parce qu'il a surgi en lui, je ne dis pas même cette idée, mais cette espèce de tension, une issue. C'est le premier moment de l'ouvert. Voyez, alors, c'est là de cette idée d'issue
cette idée d'ouverture qui est déjà en suspens dans le sentir, un étang. Mais je n'ai pas conscience je ne sais rien de l'être de cet étang. Je n'en ai pas la conscience. Et ça, c'est l'art. L'art est la vérité du sentir, j'en est l'aletheia. L'aletheia, c'est-à-dire cette lumière qui l'accompagne, parce qu'il va révéler l'être de l'étang. Et justement, dans une œuvre d'art, vous voyez, c'est ce que j'avais dans le Cézanne, quand brusquement je parlais de réalité, de cette signifiance insignifiable qui est l'être. C'est donc là que ce qui dans... Mais ce sera toujours manqué si on passe du sentir au percevoir. On a déjà donné un objet. On va vers la science. Donc la première interprétation, c'est l'interprétation objectivante. C'est se donner un en face pour agir, pour opérer dessus, mais par là, on s'interdit d'avoir ouverture. Et ce à quoi on a ouverture, et non pas sur quoi on peut opérer. Vous en parlez souvent aussi, dans quelle mesure cette tension entre le recueil et le déploiement participe de cette ouverture? Recueil et déploiement. Eh bien, le premier exemple que je donnerai, c'est justement ce qui est à l'origine de la parole. Je ne dis pas de la langue, hein, de la parole. Comprenez? Quelqu'un qui ne parle pas ne peut pas songer à inventer une langue. Ça n'a pas de sens. La parole précède forcément. Or, la première parole, qu'est-ce que c'est? Finalement, j'ai dit le dire et le à dire surgissent à propos de quoi? D'un événement où il y va de vous-même. Parce que cet événement vous apparaît comme étant et pas simplement comme une espèce d'épiphénomène debout. Il est. Et qu'est-ce qu'il manifeste? Le cri d'appel. Pas du tout le cri expressif, le cri d'appel. Alors, voyez que ce cri d'appel ne se soutient que par une tension interne, celle qui est en somme tendue vers une forme capable de le recueillir, qui ne se perde pas dans, disons, une étendue muette. Alors, voilà comment déploiement de l'intonation, comme du Boucher. L'intonation est un déploiement qui tente à se recueillir dans une forme qui pour lui sera son texte poétique, mais qui ne peut, disons, qui ne peut pas cristalliser en un mot clos. Impossible. Une forme ne peut pas cristalliser. Elle doit être toujours en tension. C'est pourquoi elle est génératrice de l'espace dans lequel elle s'instaure. Et voyez que tous ces termes ne sont en somme que des développements de l'existence, de ce qu'est l'existence. C'est-à-dire, à l'encontre de la tendance contemporaine universelle à l'objectivation. Tout est objectivé. Alors, le déploiement, vous voyez, d'une forme, ben oui, vous comprenez, et vous êtes devant une œuvre. Au fond,
À partir d'où se déploie-t-elle? À partir de partout. Au fond, tous ces points sont des foyers, chacun est un foyer natal. Et je veux dire, voyez, quand Cézanne peignait, on sait qu'il plaçait une touche. Il avait transformé l'espace blanc de sa toile en un nouvel espace à l'intérieur duquel il peut intervenir une nouvelle touche. Mais il ne doit pas le fermer. Il faut au contraire qu'il l'ouvre à autre chose. Et ceci de touche en touche. De telle façon qu'à la dernière, son espace reste en ouverture. Ce qui quelquefois exige qu'il reste des points non colorés. Hein, comme dans le portrait de Gasquet ou dans la Sainte-Victoire de Zurich ou celle de Bâle. Vous comprenez, ces points, ces vides qui sont des ressources. Vous savez, comme on dit qu'un avion prend sa ressource, c'est la même chose. Enfin. Et il faut qu'ils soient tous en simultanéité. Je dirais en simultanéisme, comme dit Delaunay. Éprouvez-vous ce phénomène de rythme fondamental, de ressentir au sens aesthésis, sur lequel vous insistez beaucoup, comme un retournement de la pensée dominante des choses de notre époque? Je pense, éprouvez-vous ce sentiment de rythme entre ouvert et fermé, recueilli et déploiement dans des quartiers? Remarquez, ouvert fermé reste toujours, disons, en question. Vous voyez, c'est le grand problème. Je crois que je l'avais dit à propos de l'art rococo brésilien. Ce qui me frappe à propos de l'art rococo. On a une impression d'ouverture et puis à un moment, il suffit d'être à côté d'une fenêtre, on se trouve dedans. Une pulsation. Hein? Ah, ouais, ce n'était qu'une bulle. Par conséquent, et ça se rencontre même dans l'art brésilien, dehors tout est ouvert. Mais quand vous entrez, il y a une sorte de fermeture. Mais ici, voyez-vous ce qu'on rejoint. Au moment où vous êtes dans un espace fermé, je pense même dans un espace, je pensais à l'église de Tiradentes, qui est sombre avec de l'or dans des profondeurs, ou les églises des Noirs en général, ben, où l'or venait des paillettes qu'ils emportaient dans leurs cheveux. Et on est encore dans un moment historique, à l'intérieur. Dehors, non. On n'y est plus. Et voyez, je me demande si justement, puisqu'on parle d'architecture, le problème de l'architecture, qui est le problème de habiter au sens large, intégral, n'est pas lié au problème psychologique de la dépression. Si vous voulez, un espace qui déprime, une architecture qui déprime, est une architecture qui passe outre, finalement, à sa justification. Pourquoi? Parce qu'elle retombe justement dans cette dépression vitale. Parce que, disons, vous ne pouvez pas habiter, je dis bien habiter, en un lieu, dirais-je, qui a déjà eu lieu. Habiter dans une église romane, ou dans une église gothique, ou dans une église baroque, ou dans un paysage baroque, est quelque chose qui vous enferme dans l'époque. Ce que je ne trouverais pas, par exemple, à Sainte-Sophie, où là,
Au fond, il n'y a pas d'époque. Je ne sens pas l'histoire. Je sens l'ouverture, là. Mais bon, le là. Et je ne suis pas le là, c'est moi qui suis pris. Donc c'est là qui s'ouvre. Et alors je me demande si justement la question de l'architecture n'est pas perpétuellement celle de l'ouverture. Mais pas simplement de faire pénétrer le dehors dedans. Ça peut être important aussi. Mais ouverture en elle-même, pas dans son rythme, un rythme ouvert. Et qui exige évidemment un rythme. Ouais. Il y a des choses typiques. Vous voyez, quand on est à Delphes, on voit le trésor des Athéniens, qui a été tout à fait restauré. On a l'impression que tout est clos. Si on est devant une ruine comme à la Corinthe, où il reste 3 colonnes et puis un chapiteau, tout est ouvert. Et puis il y a un nœud. Au fond, c'est un nœud qui ouvre. Vous voyez, le point nodal. Et ça, c'est très important. Même dans une existence, c'est partir du point originaire. Pour qu'il y ait un point originaire et qu'on indique effectivement, parce que lui-même, le nœud est en somme le mouvement du point. Hein, le point se mouvant lui-même. Et puis qui ensuite exige tout un espace. Avez-vous éprouvé dans un espace urbain, je dirais, qui peut être ouvert ou fermé, rythmique, cette relation entre il doit, bien sûr. les rues qui se contractent? Ben oui, oui. Je crois qu'un espace urbain, c'est même une grande question. Celui d'ouvrir un espace urbain. Mais ça n'est pas... Je dirais, voyez, je vais prendre un exemple où les deux moments opposés sont aussi incomplets, là, sont aussi insuffisants l'un de l'autre. Je pense à la pyramide de Paye, au Louvre, qui ferme tout. Mais supprimer là, la place n'est pas non plus très vivante. Hein, elle fait vide, oui. Parce qu'elle n'est pas ouverte. C'est un vide qui a laissé un vide. Il était encombré de broussailles auparavant. Je n'ai pas connu comme ça, mais... Est-ce que c'est dans la pensée chinoise et dans toute la pensée du Tao que tout ce travail sur le vide et l'ouverture Oui, c'est une confirmation. C'est certain. Écoutez, les Chinois ont mis ce vide ouvert au principe de tout leur monochrome. Enfin, je pense surtout en particulier au peintre Sung. Ça c'est certain. Voyez-vous, même leurs textes le disent perpétuellement. Les textes des peintres. Hein. Et essentiellement, je dirais, dans les paysages. Je le trouve peut-être moins vrai dans les thèmes de oiseaux et fleurs, ou insectes et plantes, et arbustes. Peut-être dans les genres Genwu, hommes et choses. Mais même, malgré tout, dans leur peinture à la règle et à l'équerre, qui est la peinture des débutants, qu'ils appellent tours, maisons à étages, etc. Leur perspective est soit parallèle, soit divergente. Même chez les Japonais. Mais une perspective divergente, elle ouvre. La nôtre nous ferme. La perspective de la Renaissance Oui, nous enferme. elle ferme complètement. la question de la mutation aussi,
Ah, justement dans ce rapport très, à nouveau. très important. Quand je parlais du nœud tout à l'heure, qui se trouvait toujours au foyer d'un espace ouvert, en un sens, la mutation est un de ces nœuds où les opposés non seulement se nouent entre eux, mais se changent l'un dans l'autre en un, quoi, pas d'une donnée, oui, en une ouverture qui les dépasse. Comme je dis, noir et blanc se mutent dans l'éclat. L'éclat du noir, l'éclat du blanc, c'est le même, il n'y a pas de différence. Et c'est la première chose qui nous requiert. Celui qui verra le blanc, qui verra le noir, n'aura pas vu le tableau. Il n'aura pas été vu par lui, je dirais. C'est là l'important. Parce qu'il faut bien voir. Oui, on dit que comme on voit, on est vu. On est regardant, on est regardé. C'est pour ça, être là, c'est bien ça, n'est-ce pas? Mais jamais, je ne peux pas remplir le là duquel je suis. Et justement, il y a le seul moment, c'est celui, c'est cette œuvre de Dubouchet que je citais, vous savez, l'homme de nuit qui s'allonge sur la route et qui tend l'oreille contre l'empierrement. Pourtant, tôt alors, dit-il, il y a un siècle quelque, de percevoir la roue du courrier porteur de nouvelles, on ne sait plus lesquelles, attendu. Et son attente, ne s'étant pas matérialisée, a pu, disons, comme à côté de lui, a pu à côté de lui, en se mettant debout, aviser tout d'un coup les étoiles, leur éclat dans sa férocité, comme jamais encore il ne les avait perçus. Alors là, c'est la définition de l'être. Parce que ce qui vous saisit, ce n'est pas une absurdité, comme aujourd'hui on dit l'être absurde. C'est la signifiance. Et la signifiance qui vous implique. La signifiance de cette face universelle où vous vous inscrivez. Alors là, voilà un bel exemple du là au moment où il s'emplit. Merci. On a peut-être encore une ou deux questions. En fait, non. On attend. Bien sûr, les questions, c'est finalement nos interrogations, mais on attend beaucoup plus c'est effectivement que vous parliez. Moi, je pensais l'enfermement dans notre bulle culturelle et qui fait des succès de certaines œuvres actuellement absolument fantastiques, comme Andy Warhol, je dirais. Oui, alors là, vous savez, pourquoi voulez-vous que l'art reste dans un marché de l'art plutôt que la neige dans un marché de la neige? C'est pour repartir de ce que vous disiez, comment l'importance du point nodal, du point originaire, même dans une existence. Comment vous appréhenderiez ce point nodal dans votre existence? Je pense que c'est toujours un événement transformateur.
Voyez-vous, quand je dis événement, bon, il y a l'avènement, mais qui ne m'est sensible comme transformant. C'est la grande question fondamentale de la rencontre. Au fond, la réalité n'est là que dans une rencontre. C'est-à-dire là où elle n'est pas pré-signifiée par un système quelconque, préalable. Il faut que subsiste toujours, disons, il faut qu'il y ait, pas que subsiste, il faut qu'il y ait toujours des moments tout à fait ignorés les uns des autres. L'art, prenez un rythme. Un rythme ne peut pas intégrer des rythmes qui lui seraient subordonnés. Il ne peut intégrer que de l'arythmique, que ce qui est arythmique. C'est là son pouvoir. Et ce qui est arythmique et ce qui est rencontré dans le pur hasard et qui communiquent ensemble dans un rythme avec, je dirais, non pas pas des nécessités externes, mais de telle façon que ce qu'ils sont, ils ont à être, à l'être. C'est là, l'art ne répond pas à quelque chose de programmé qui est à être, c'est l'inverse. C'est lui qui fonde son à être. C'est pourquoi il n'y a pas de jugement esthétique. Il n'y a pas de jauge chiffrable. Non. Vous nous avez évoqué l'importance des lieux, des personnes, des pensées qui, quelque part, participent de cet éveil de l'être. Et quels sont sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment? Vous avez toujours travaillé sur la question de l'existence? Non, en ce moment, j'ai bien de terminer un texte sur André Dubouchet, sur la poésie. Puis avant, j'avais fait un texte sur art et histoire, qui doit paraître dans la revue Cadmos, je ne sais pas quand, pour montrer qu'art et histoire sont incompatibles. Vous aviez évoqué l'aventure de Berenson. Oui, 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 oui. À l'émotion devant l'œuvre. Oui, oui. Qui a découvert enfin. C'est vrai. Oui, mais vous comprenez. Qu'est-ce que vous me demandez? Mais que choisir, moi, comme départ? C'était effectivement la question que je voulais reformuler. De que choisir comme point nodal, comme point, c'est ça, transformateur, événement transformateur dans votre propre existence. On ne sait pas. Non, choisir plutôt ce qui pourrait être un point nodal. Parce que le point nodal, il est aussi à découvrir. Hein. On ne peut pas le décréter d'emblée. Mais... Non, moi je verrais peut-être partir, mettons, de la situation de l'art pour la restaurer, et la restaurer en marquant qu'elle est fondamentalement une avec celle de l'existence, quel que soit le domaine. Il faut bien qu'il y ait quelque chose. Oui, puis enfin, ce qu'on peut, au fond,
ou alors la question de la rencontre. Mais je l'avais déjà fait ça, comment là, chez Soubier, là. Voilà, comment ça s'appelle? Enfin, l'université de Lyon 2, il y a 2 mois. La rencontre en opposition à l'objectivation. Ce sont des points importants, ça. Et qui se rejoignent, les deux se rejoignent, parce que si je parle de l'art aujourd'hui, je vois l'objectivation radicale. C'est une des grandes questions que vous posez. Oui, actuellement, nous faisons des objets d'art. Un objet d'art, c'est l'anéantissement d'une œuvre, de l'œuvre d'art. Ça ne peut pas aller ensemble. La dimension propre de l'art est absolument absente, abolie. L'objet. Alors, là c'est là-devant. Tout objet est aliénant. Vous l'objectez, puis après vous l'intégrez. Alors, c'est tout de même comme si, on va lire à la boule, le vain projet de voir divers pays. Merci. Mais de ça, enregistré, qu'allez-vous en faire? Ben, ce qu'on pensait, c'était de le... Vous savez comme vous l'aviez vu, une fois vous l'aviez vu à Clermont, c'est-à-dire d'avoir, donc de pouvoir le retransmettre à la Tourette. Oui, alors il faut que je le sache, parce que ça pourrait être le point de départ de la question, alors. Voilà, alors, c'est-à-dire que, bon, je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'une part, ça, bien sûr, on va le transmettre à la Tourette, puisque c'est un moment où vont se rencontrer, finalement, des personnes qui travaillent à partir, qui travaillent d'une manière ou d'une autre à partir Voilà. de ce que vous avez écrit ou dit. Et, mais avec cette dimension d'ouverture, parce que nous, c'est notre obsession, c'est sûr, de ne pas enfermer, de ne pas parasiter. Mais moi, je pensais que ça pourrait être un temps, mais ce serait bien quand même que vous parliez peut-être à un moment, si vous étiez d'accord, Oui. en direct aux personnes, parce que c'est deux choses. Là, c'est un temps. Oui, mais vous êtes je risque de dire des choses que j'ai déjà dites. Oui, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave, on peut les écouter, à mon avis, plusieurs fois. Oui, mais voilà, moi, c'est mieux les dire avant. Alors voilà, ce que je pensais, et Vous avez raison. Parler, et puis comme vous l'aviez souligné, moi ça m'avait l'air bien intéressant que quelque part vous parliez à la fin de la première journée du samedi. Oui. Moi j'avais pensé donner la parole en premier à Maria Villela-Couty, parce que je la trouve oui. Ben, je ne sais pas, je ne l'ai jamais rencontrée, je lui ai parlé au téléphone, mais je me sens tout à fait en phase de ce souci. Je la trouve dans une pensée très vivante et oui, très bien. Oui. Puis... C'est la première qui a écrit sur moi d'ailleurs. Ah bon? Il y a très longtemps, oui. Et quelque part, elle est vraiment dans cet accompagnement d'une pensée, oui. Mais aussi elle accepte quelque part aussi une forme de... C'est pas être médiateur entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire aussi en parler, quelque part être un relais par rapport à une pensée. Oui. Et c'est ça que j'aimais beaucoup. Alors j'avais pensé ça, oui. Tout à fait d'accord. Et puis après c'était un peu compliqué, parce que donc M. Charcosset, parce que moi j'avais demandé, vous savez, à M. Charcosset, parce que j'avais aimé une partie du texte qu'il avait fait dans Présent. Oui. À Madinée. Je trouvais que le début de ce texte était bien. J'aimais moins la fin personnellement, mais j'avais trouvé que c'était bien. Le Corbusier ne s'était pas enfermé lui-même dans ses théories. Il peut être considéré